L'excision est une pratique toujours très répandue dans certaines zones du Sénégal. On pourrait penser qu'il s'agit d'une affaire d'hommes, cependant, ce sont les femmes qui prennent la décision d'exciser leur fille ou non. Parfois, il s'agit d'une affaire de famille, puisqu'on voit des cas où les grands-parents décident d'exciser leur petite fille contre l'avis des parents. La pratique de l'excision est à la fois culturelle et religieuse. Elle est interdite par la loi de 1999. De ce fait, les excisions se pratiquent dans la clandestinité avec des conséquences parfois dramatiques sur la santé des femmes car les opérations sont réalisées dans des conditions d'hygiène et de connaissance du corps humain souvent très mauvaises. Dans la région de Matam, on sait que les femmes traversent le fleuve pour faire exciser leur petite fille en Mauritanie. L'excision est une grave mutilation. Elle entraîne souvent de très profondes blessures physiques et psychologiques aux petites filles qui la subissent. Des complications peuvent avoir lieu tout de suite après l'opération, comme des infections, mais également durant toute la vie de femme. Les accouchements sont rendus plus difficiles et de nombreuses pathologies, comme les fistules, peuvent apparaître. Les petites filles sont mutilées dès l'âge de 5 ans. Elles ne choisissent pas d'être excisées. Dans des zones conservatrices, comme celle de Matam, on estime que plus de 80% des femmes ont été excisées. La pratique étant clandestine, il est très difficile d'avoir des chiffres précis et de mesurer l'impact d'une campagne de sensibilisation ou d'autres actions visant à éradiquer la pratique. Le projet de lutte contre les mutilations génitales, qui est un peu plus global sur les violences basées sur le genre, est un projet que nous déroulons dans la zone de Matam. Et il faut voir en tout cas que c'est une zone qui a une forte prédilection à cette pratique-là de la mutilation génitale féminine, parce que justement dans leur histoire et dans leur culture, c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps, qui a parfois des relents culturels, parfois des relents religieux, ce qui fait que c'est profondément accepté par la communauté, pratiqué depuis très longtemps, ce qui fait que ça devient une problématique majeure et complexe à adresser parce que ça touche les sensibilités. Maintenant, pour les enfants et les victimes de cette pratique, c'est que justement, c'est des pratiques qui peuvent amener et qui amènent souvent des complications au niveau sanitaire, au niveau relationnel, au niveau comportemental, à beaucoup de niveaux. Parce que justement, comme on l'appelle, c'est une mutilation génitale. Donc c'est toute mutilation qui est faite dans des conditions qui ne sont pas toujours les meilleures conditions en matière de santé, peut engendrer des complications. Encore qu'en matière sanitaire, l'argumentaire montre justement que c'est très problématique de la pratiquer sous certaines manières et de la pratiquer tout court. Donc ça veut dire aujourd'hui les enfants qui en sont victimes n'ont pas demandé à l'aide. Ça peut les poursuivre toute leur vie et on voit toutes les complications qu'il y a sur la maternité, sur la fertilité, qu'il peut y avoir sur les fistules, qu'il peut y avoir sur le relationnel avec leurs conjoints, qu'il peut y avoir sur beaucoup d'autres choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces mutilations-là et toutes les autres formes de violence basées sur le genre sont très présentes dans nos communautés et qu'il faut vraiment s'en occuper, il faut agir, il faut faire de sorte que les communautés se rendent compte justement que c'est quelque chose qui n'est pas indispensable, c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé, c'est quelque chose qu'on peut vraiment bannir de nos pratiques parce que justement ça n'apporte aucune plus-value. Par contre, ça a un mauvais coup sur la santé des jeunes filles, des mères et des enfants. Au Sénégal, l'excision est interdite par la loi, donc elle est criminalisée par la loi de 1999. N'empêche, la pratique, elle continue. La pratique, elle continue et souvent en clandestinité. Ce qui fait qu'il y a les risques qui sont assez élevés. Donc, généralement, les femmes qui ont été excisées ont des complications au moment de l'accouchement ou des complications dans leur vie familiale, dans leur vie. Sur uniquement l'aspect sanitaire, la pratique de l'excision, surtout en clandestinité, est assez préjudiciable à la santé de la femme. C'est dans ce sens-là que le projet intervient pour, en plus de lutter contre les violences basées sur le genre, contribuer aussi à lutter contre l'excision. Et c'est intéressant de dérouler ce projet à Matam puisque quand on voit les statistiques, on se rend compte que à Matam, le taux de femmes excisées était à 87%. C'est beaucoup plus que dans les autres localités puisque Matam fait partie des régions où le taux est le plus élevé au Sénégal. Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi conservateur de la zone.
parce que c'est une zone assez conservatrice. Pour tenter de lutter contre ces pratiques ancestrales et dangereuses pour les femmes du Sénégal, PADEM et Jeunesse et Développement ont décidé de s'allier pour dérouler un projet destiné à lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. L'objectif, c'est de lutter contre ces violences-là qui sont faites contre les jeunes filles et les femmes. C'est-à-dire amener la communauté à être consciente de la problématique et à pouvoir transformer un peu leur comportement par rapport à ça. Comment est-ce qu'on doit appréhender la question autrement? Comment est-ce que cette société-là, qui l'a pratiquée pendant longtemps, devra l'aborder différemment, changer le paradigme et pouvoir accompagner ces enfants-là et ces jeunes filles-là qui ont été déjà victimes vers une situation meilleure. Donc c'est un peu ça que nous visons, donc lutter contre les violences basées sur le genre et particulièrement les mutilations génitales féminines. L'objectif de ce projet est de lutter contre l'excision, donc de contribuer à la lutte contre l'excision et les violences basées sur le genre, notamment les mariages d'enfants, et les viols, le mariage forcé, etc. Ça passe par donc, la réhabilitation des femmes dans leurs droits, la communication, donc, le rehaussement du niveau de protection donc, de la jeune fille à Matam. Donc en termes de résultats, nous pensons que justement c'est des questions de transformation sociale donc, qui nécessitent beaucoup de communication. Donc c'est pourquoi il y a vraiment beaucoup de sensibilisation, amener les communautés, que ce soit les parents, les jeunes et les femmes, à comprendre les violences et à agir contre, à être des acteurs. Donc ça vraiment il y a une dimension importante de communication sur ça. Communication parce que justement c'est une problématique complexe, la communication s'appuie sur les communautés locales, s'appuie sur les ressources locales, s'appuie sur tous les cadres que nous avons au niveau local pour pouvoir adresser le problème sans pour autant heurter les sensibilités et les croyances. Donc ça c'est un premier niveau d'objectif. L'autre niveau d'objectif c'est de prendre en charge les victimes ou les femmes qui sont exposées à travers déjà l'alphabétisation. Des classes d'alphabétisation sont ouvertes où 400 femmes suivent les cours d'alphabétisation. Et c'est un moyen de les sensibiliser, c'est un moyen de les former, c'est un moyen de les rendre autonomes, c'est un moyen de faire d'elles des leaders et c'est un moyen de les utiliser comme des facilitateurs au niveau communautaire. Donc c'est des femmes qui vont demain, aujourd'hui, être des femmes qui vont porter la bonne information au niveau communautaire, qui vont agir sur elles-mêmes, agir sur leurs proches parents et agir sur la communauté. Donc ça c'est un aspect important. L'autre dimension, c'est de travailler avec les exciseuses, c'est-à-dire essayer de les faire abandonner et les accompagner vers une réorientation, vers une autre activité. Donc ça, c'est aussi un des résultats que nous visons. Le quatrième résultat, c'est l'enrôlement de la communauté, la mobilisation communautaire, la veille communautaire, pour que justement il y ait une transformation des organisations communautaires de base au niveau des relais, au niveau des facilitateurs. Donc du coup, il y a des visites à domicile qui sont faites dans les familles, il y a des formations qui sont faites pour les relais communautaires, il y a des sensibilisations qui sont portées par eux-mêmes dans la communauté et il y a des badjanougor, on appelle les badjanougor, des femmes qui sont dans les communautés qui sont aussi utilisées comme relais au niveau pour la sensibilisation. À côté de tout ça, il y a tout cet accompagnement-là avec des activités génératrices de revenus pour les femmes qui sont dans les classes d'alphabétisation et les femmes exciseuses pour que ces activités-là leur permettent d'être plus autonomes, d'être des leaders et de mieux lutter pour la condition de la femme parce que là ils deviennent des leaders, ils deviennent autonomes et ils deviennent conscients parce que formés pour pouvoir agir dans leur communauté. Donc c'est un peu ça les transformations que nous cherchons. Nous savons aujourd'hui que pour une grande partie des générations, la chose a été déjà faite, la pratique a été déjà exercée, mais il faut préparer les générations futures et sensibiliser au niveau des écoles pour qu'il y ait des changements au niveau des jeunes, changements qui vont se voir peut-être dans quelques années, dans plusieurs années, mais qui va porter ses fruits plus tard parce que ces jeunes-là ont une plus grande ouverture, sont en face du monde, ont accès à Internet, ont accès à l'information et sont accompagnés à pouvoir prendre de bonnes décisions pour leur vie future. Le projet Éclat, disons Stop à l'excision et non violence basée sur le genre a 6 résultats. Donc le premier résultat, il concerne la recherche, donc c'est
l'établissement de situations de référence, de cartographie des interventions, etc. Un deuxième résultat qui concerne la sensibilisation, le plaidoyer, donc la sensibilisation des communautés et le plaidoyer à destination des autorités. Troisième résultat, c'est veille, alerte, c'est l'aspect veille, travail avec les acteurs communautaires, renforcement de capacité des acteurs communautaires. Quatrième résultat, c'est de l'alphabétisation fonctionnelle, donc à destination des femmes qui n'ont pas été à l'école ou qui ont quitté l'école très tôt. Cinquième résultat, il vise la réinsertion des anciennes exciseuses, donc l'accompagnement des anciennes exciseuses à travers des activités génératrices de revenus. Le sixième résultat, c'est la prise en charge et l'accompagnement des jeunes filles. Donc des jeunes filles qui ont été soit victimes ou exposées aux mutilations génitales ou aux violences basées sur le genre. Pour le premier résultat, qui concerne la recherche, l'établissement d'une situation de référence, là il y a trois grandes activités. Donc, il y a l'établissement d'une cartographie des zones de fréquence des violences basées sur le genre et des mutilations génitales féminines. Il y a l'établissement d'une situation de référence de la problématique dans le département de Matam, puis la restitution des deux études, donc de la cartographie des acteurs et de la situation de référence. Le deuxième résultat, qui concerne la sensibilisation, où c'est 15 000 jeunes filles qui sont visées avec leurs parents. Il y a la sensibilisation auprès des femmes, des jeunes filles des communautés, donc à travers des causeries, des mobilisations sociales, des visites à domicile, des forums, à travers également des IEC, CCC. Donc c'est comme des causeries mais qu'on déroule dans les postes de santé, les maternités, où on sensibilise les femmes qui viennent en consultation prénatale pour ne pas qu'une fois qu'elles accouchent, qu'elles excisent leur enfant, puisque la pratique de l'excision, généralement, c'est à bas âge. Un troisième résultat qui vise la veille et l'alerte, donc où on renforce en capacité les acteurs communautaires. C'est la formation des relais communautaires qui vont dérouler des activités de sensibilisation. Donc nous avons formé des leaders femmes, des leaders jeunes, des acteurs des comités de veille pour pouvoir agir dans leur communauté. On les amène à pouvoir eux-mêmes porter la communication, parce que justement ça ne sert à rien qu'une ONG puisse venir et porter l'action, vouloir changer les mentalités. Autant que ça se fasse par les communautés elles-mêmes qui en sont conscients, qui habitent dans les zones, qui peuvent parler aux gens selon leur langage et selon leurs habitudes et qui peuvent eux-mêmes être des exemples de changement au niveau communautaire. Le renforcement de capacité des Badianou Gokh et la création des points d'écoute, qui sont animés par les Badianou Gokh et des personnes ressources, donc qui sont spécialement formés sur ça et qui jouent un rôle de counseling, d'orientation, d'écoute. Mettre en place avec les Badianou Gokh et les autres acteurs communautaires des points de discussion avec les jeunes. Donc tous ceux qui ont des problèmes liés à ces questions-là s'en ouvrent à ces personnes-là et qui sont des bons relais pour nous transmettre l'information et qu'on puisse déclencher la prise en charge. Ensuite, il y a les comités de veille également qui sont accompagnés dans l'élaboration d'un plan d'action et dans l'exécution de ces plans d'action à travers un diagnostic participatif déjà préalable. Le quatrième résultat, c'est l'alphabétisation fonctionnelle, où 10 classes d'alphabétisation fonctionnelle sont ouvertes dans le département de Matam et qui regroupent chacune 40 jeunes filles. Aujourd'hui, il y a donc 400 femmes qui sont alphabétisées dans des classes d'alphabétisation et qui mènent des activités à travers des activités génératrices de revenus et des activités de communication et de sensibilisation dans la communauté. Donc on a déjà ce nombre-là en termes de relais communautaires. Dans ces classes d'alphabétisation, on fait de l'alphabétisation, mais on fait aussi des thèmes fonctionnels sur la santé de la reproduction, la santé maternelle, sur les violences basées sur le genre, l'excision, etc. Il y a des activités génératrices de revenus qui sont déroulées dans ces classes par les femmes. Donc on a formé en entrepreneuriat et qui déroulent des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge un peu. Également, les classes d'alphabétisation sont des lieux où on réfère les jeunes filles qui sont victimes ou exposées au VBG et qui n'ont pas été à un niveau élevé à l'école ou qui sont hors des structures éducatives et de formation. Le cinquième résultat, c'est la réinsertion des anciennes exciseuses,
Donc là, c'est leur identification à travers des visites à domicile. C'est la signature de pacte d'abandon de la pratique. C'est la formation en entrepreneuriat pour 20 anciennes exciseuses qui ont abandonné la pratique et qui se sont engagées à ne pas retourner dans cette pratique. Le financement de ces activités génératrices de revenus et le suivi. Et le 6e résultat, il vise la prise en charge et l'accompagnement des victimes, que ce soit au plan juridique, sanitaire ou social. Prise en charge psychosociale, prise en charge juridique, prise en charge sanitaire, parce que justement avec les violences et les mutilations, on peut toujours et on voit toujours des complications, on voit toujours des problèmes, donc soit juridiques, soit etc., qui font qu'ils ont besoin d'accompagnement, ils ont subi un trauma qui fait qu'ils ont besoin d'accompagnement psychosocial, et tout ça, le projet offre les possibilités de pouvoir faire cela. Il y a la chaîne de prise en charge qui est installée avec les acteurs qui interviennent, que ce soit les acteurs étatiques, les ONG, etc., sur cette question. Il y a le référencement au niveau des services de santé, etc. Il y a l'inscription des enfants qui ne sont pas dans les structures éducatives pour qu'ils puissent avoir une formation. Et puis après, il y a l'accompagnement pour avoir des papiers juridiques, par exemple pour le divorce, pour l'état civil, ou quand il y a un problème juridique sur les violences basées sur le genre, qu'on puisse accompagner. De la même façon qu'on le fait pour l'aspect sanitaire, sur la santé. L'autre activité qui est intéressante que nous avons fait avec l'école, c'est que nous avons produit des modules avec les écoles, formé les enseignants donc dans ces régions-là, et que c'est les enseignants eux-mêmes qui déroulent les modules avec leurs élèves au niveau des collèges et au niveau des lycées. Donc ce qui fait qu'on atteint aujourd'hui les jeunes qui sont dans les sphères éducatives, et à travers cette sensibilisation-là, eux-mêmes, et qui sont à l'école, qui ont la possibilité de faire des recherches, vont approfondir et être de bons vecteurs de communication, et plus tard, ce seront des jeunes qui auront compris et qui auront pris des décisions, qui auront changé et qui n'auront peut-être pas, avec leurs enfants ou avec leurs frères et sœurs, fait ces mutilations-là ou pratiqué des violences carrément. C'est globalement les actions que nous menons, en plus maintenant du travail que nous faisons avec les radios communautaires pour la sensibilisation à grande échelle, du travail que nous avons fait avec des outils que nous avons produits, donc des boîtes à images, des flyers, des cartes conseils, et qui sont aujourd'hui utilisées dans toutes les sphères pour communiquer sur la question. Le dernier aspect peut-être, c'est les témoignages aussi, qu'on a recueillis et vulgarisés, parce que justement, on a pu avoir des cibles qui ont témoigné des difficultés qu'ils ont vécues par rapport à ces différentes violences-là. Et ça, c'est un bon élément de communication qui permet de vulgariser la problématique. Parmi les bénéficiaires du projet, il y a les bénéficiaires directs. Donc c'est les femmes qui sont dans les classes d'alphabétisation. Actuellement, elles sont 409. Ce sont les femmes qui sont dans les 10 classes d'alphabétisation du département. Le projet change quelque chose dans leur vie, dans la mesure où elles apprennent à lire, à écrire, à calculer, que ce soit en français ou en pulaar. Elles apprennent à dérouler une activité génératrice de revenus. Elles sont accompagnées à l'exercice de cette activité génératrice de revenus à travers un financement fourni par le projet, à travers des formations, des renforcements de capacités. Également, elles déroulent des activités de sensibilisation sur ces questions-là, puisqu'elles sont formées à travers des thèmes fonctionnels, et elles sont renforcées en capacité pour aborder ces thématiques-là dans leur communauté, donc faire de la sensibilisation par les pairs. Les autres bénéficiaires, c'est les 15 000 jeunes filles qui sont sensibilisés dans les communautés, dans les 15 localités où on intervient. Ceux qui bénéficient des causeries, des visites à domicile, qui sont suivis dans le cadre du projet, parce que soit ils nécessitent une prise en charge, soit elles ont été référées, etc. Également, il y a les 20 anciennes exciseuses donc, qui ont abandonné la pratique, qui ont été formées en entrepreneuriat et qui ont reçu un financement dans le cadre de ce projet-ci. Ensuite, il y a les 15 Badianougor qui animent les points d'écoute. Les points d'écoute, il y en a un dans chaque village où le projet intervient, donc ils sont 15, et les 14 comités de veille. Étant entendu que dans chaque comité de veille, en moyenne, il y a 15 membres, qui fait qu'il y a 210 membres de comités de veille qui sont enrôlés dans le projet et qui déroulent des activités de sensibilisation sur l'état civil, sur la protection de la femme, sur la protection de l'enfant dans le cadre de ce projet. Il y en a qui ont été accompagnés à se réinscrire à l'école, à s'inscrire dans un centre de formation, etc. Parce que justement, à un moment donné, ils avaient abandonné
l'école. Donc le projet en tant que tel les amène à avoir de l'espoir encore. C'est-à-dire c'est de l'espoir qu'ils ont encore pour leur avenir par rapport à leurs études et leur insertion, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que ceux qui ne peuvent pas aller à l'école ou dans un centre de formation se sont retrouvés dans les classes d'alphabétisation. Parce que les classes d'alphabétisation aussi, là, les jeunes filles qui y sont, c'est des jeunes filles qui ont été victimes ou qui sont exposées. Et on les accompagne dans ces classes-là à pouvoir lire et écrire, à pouvoir mener une activité génératrice de revenus, et on les outille à avoir plus d'estime de soi et de leadership pour pouvoir jouer leur rôle au niveau de la communauté. Les autres cibles aussi et de transformation, c'est tous les acteurs communautaires. Parce que tous ces acteurs communautaires, il y en a beaucoup qui n'ont jamais voulu ou qui n'ont jamais pu ou eu le courage de parler de ces questions-là. Donc ils ont été capacités, ils ont été renforcés, ils ont été mis en avant. Le leadership a été développé et aujourd'hui c'est eux-mêmes qui portent la question. Donc beaucoup d'organisations aujourd'hui qui n'ont jamais travaillé sur la question, qui n'avaient même peur d'y travailler, mais qui aujourd'hui ils travaillent parce qu'ils ont été formés, ils peuvent le faire, ils le font dans les visites à domicile, dans des causeries dans leur quartier, et ils parlent de la thématique. Pour les enfants qui sont dans les écoles, aujourd'hui, cette information-là qu'ils ont va être un levier pour eux dans leur vie. Et c'est la même chose pour les relais communautaires, pour les leaders communautaires. Donc, les femmes qui sont sensibilisées alors qu'elles sont en CPN également, c'est la même réflexion. C'est de les sensibiliser avant pour qu'elles n'excisent pas leurs enfants, pour qu'elles soient mieux protégées contre les violences basées sur le genre. La principale force de ce projet, je pense, c'est que nous avons pu nous appuyer sur des ressources locales pour adresser ce problème-là qui était complexe. De mobiliser dans un quartier tous les porteurs de voix pour qu'ils puissent sensibiliser les communautés sur les méfaits de l'excision et de les inciter à un changement de comportement. Je pense que c'est une force du projet. C'est un problème qui a valu à d'autres organisations beaucoup de problèmes dans la zone. Mais avec l'approche communautaire que nous avons utilisée, le fait de former les organisations locales, le fait de former les Badianou Gokh, qui sont des femmes qui sont connues et réputées dans leur zone, le fait d'utiliser les notables des quartiers dans les comités de veille, le fait de travailler avec les leaders d'associations pour en faire des relais, le fait d'avoir des classes d'alphabétisation, les mobiliser autour de la question, tout ça a permis de pouvoir parler de cette problématique-là qui avant était complexe, était difficile à aborder, mais qu'aujourd'hui les gens en parlent parce qu'ils savent que c'est eux, les membres de leur communauté eux-mêmes, qui en parlent avec eux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça au moins c'est une force de ce projet-là, que ce n'est pas des étrangers venus d'ailleurs qui viennent parler d'un problème du terroir, mais c'est des membres de la communauté eux-mêmes qui sont conscients maintenant et qui en parlent. Donc ça c'est quand même une force du projet. L'autre chose, c'est que les classes d'alphabétisation, au-delà de tout ce qui est activité génératrice de revenus, la capacité de ces classes d'alphabétisation à former des femmes pour qu'elles puissent former leurs pairs, c'est une force du projet. Parce que ces femmes qui sont dans les classes d'alphabétisation n'avaient aucune prédisposition à dérouler des sensibilisations sur les mutilations génitales, sur l'allaitement maternel exclusif, etc. Le fait d'avoir l'alphabétisation et d'être dans les écoles, ça aussi c'est une force. C'est-à-dire la collaboration que nous avons déjà avec l'inspection d'académie pour pouvoir aussi bien travailler sur l'alphabétisation et dans les écoles, ça aussi c'est une force donc indéniable. D'enrôler les acteurs de l'éducation à la lutte contre les mutilations génitales, mais les violences basées sur le genre, et qu'ils puissent produire des supports de communication allant dans ce sens et les utiliser dans l'environnement scolaire, pour moi c'est une force aussi du projet. Le fait d'avoir misé aussi sur la chaîne de prise en charge. Donc aujourd'hui, tous les acteurs de la zone qui travaillent sur l'enfance sont ensemble dans une chaîne de prise en charge, se connaissent, se partagent des informations, se partagent des dossiers. On se voit au niveau du CDPE et aborde ces questions-là, en parle réellement. Ça aussi, c'est une force de ce projet-là, parce que même s'il y en a qui n'interviennent pas dans le domaine sanitaire, il y a les médecins qui sont là, les postes de santé qui sont là. Si on n'est pas dans le domaine psychologique, il y a GED qui
qui y travaille et l'AMO qui y travaille si on n'est pas dans les... Donc, à chaque fois, on peut identifier un acteur dans la zone qui est prêt à accompagner parce que justement, il est spécialiste d'un domaine ou dans un autre et ça fait une force globale pour le projet. Peut-être la quatrième chose, c'est tout le processus d'autonomisation et de leadership féminin, c'est-à-dire comment appuyer ces jeunes femmes-là à être des leaders demain, comment les appuyer à être autonomes. Ça aussi, c'est une force du projet parce que ça fait d'elles des personnes qui aujourd'hui peuvent participer au devenir de leur communauté et peuvent prendre des décisions et peuvent dire non quand il le faut parce qu'ils ont appris aujourd'hui, ils ont des ressources parce qu'ils font des activités de revenus, ils sont organisés parce qu'ils deviennent des leaders, ils ont des présidents d'organisation, ils peuvent peser aujourd'hui un tant soit peu sur ce qui se fait dans leur communauté. La volonté politique et les lois qui sont votées pour ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État a voté une loi qui peut envoyer en prison une dame ayant pratiqué l'excision. Donc ça, au moins, c'est une opportunité parce que les gens ont la possibilité d'agir parce que la volonté politique est là. L'autre opportunité, c'est l'adhésion populaire. On aurait pu attendre qu'il y ait des difficultés que les personnes en parlent ou adhèrent, etc. Mais il y a une adhésion vraiment des organisations, des communautés, il y a vraiment une adhésion populaire. Les associations de femmes sont des associations qui marchent de sorte que quand on déroule un projet, on s'appuie dessus. On s'appuie sur ces organisations de femmes. Ça marche très bien parce qu'elles sont engagées et elles déroulent des activités avec un degré d'engagement que peut-être on ne retrouve pas ailleurs. Une opportunité aussi, c'est l'existence à Matam d'une association régionale des anciennes exciseuses. Donc, c'est une opportunité parce que l'association des anciennes exciseuses a certaines expertises et une reconnaissance dans cette thématique-là, mais elles ont surtout la facilité à identifier les exciseuses qui sont toujours dans la pratique, à faire des visites à domicile avec elles pour les convaincre d'abandonner la pratique. Ce travail souterrain, il est plus facile que l'association des exciseuses le déroule vis-à-vis des exciseuses qui sont en activité, puisqu'elles ont l'information et elles savent qui est en train de dérouler la pratique, plutôt qu'un autre acteur qui vient de l'extérieur et qui n'a pas toujours l'information dans la localité, dans le quartier, dans le village, qui fait l'excision, qui pratique l'excision. Il y a cette volonté-là de s'ouvrir donc, au niveau des communautés. Donc le projet, nous, on n'a pas géré comme si on venait régler un problème. On a enrôlé des communautés, on les a inspirés, on a fait de sorte qu'eux-mêmes soient les porteurs. Donc tout ça, c'est des opportunités de réussite. Le fait aussi que les autorités sont ouvertes et croient en l'action, donc le préfet à travers le CDP, les écoles, donc qui convient le projet en termes d'expertise dans la zone sur la question, partout où il y a besoin d'une conférence sur la question ou de débat sur la question, donc l'ONG est identifié comme un des acteurs clés en tout cas. Donc au niveau de la zone, donc par toutes les autorités, ce qui fait que ça c'est une opportunité pour l'ONG de pouvoir vraiment travailler sur ce projet-là. La principale menace, c'est le lien entre religion et excision. Donc cette confusion qu'il y a dans cette dichotomie-là peut constituer une menace à l'exécution du projet. Il y a eu des moments où, par rapport à une certaine approche, des religieux se sont élevés contre des ONG qui travaillaient un peu contre la question. Donc ça peut toujours être une menace. Il faut toujours avoir la bonne stratégie, avoir la bonne communication qu'il faut pour pouvoir atteindre les communautés, atteindre les cibles sans pour autant qu'on te voit comme quelqu'un qui est en porte-à-faux avec la culture ou les traditions ou qui veut salir un peu les us et coutumes. Et pour remédier à ça, nous ce qu'on fait, c'est qu'on ne se focalise pas sur l'argumentaire religieux, mais on se focalise sur l'argumentaire médical. Parce qu'entrer dans le débat religieux peut être un terrain glissant et en même temps, entrer dans le débat religieux, si une grande autorité religieuse de la localité dit que je ne suis pas pour le projet ou donne un certain étiquetage au projet, c'est sûr que la réalisation, l'atteinte des résultats, ça va poser problème. D'autant plus que le projet ne lutte pas uniquement contre l'excision, donc il ne faudrait pas que l'excision engloutisse
les autres aspects du projet. C'est une menace, c'est une menace. Donc nous, pour le contourner, nous, ce qu'on fait, dans la communication qu'on fait, ce qu'on met en valeur, ce qu'on met en exergue, c'est toutes les complications que la pratique de l'excision peut amener dans la vie de la femme. Donc c'est tous les risques obstétricaux, c'est toute pratique qui nuit à la santé de la femme doit être combattue. L'autre menace qu'il y a, c'est que ici, les gens, pour le signalement, ils ne sont pas très forts en signalement. Donc ça fait que peut-être il y a des victimes qui peuvent te passer sous le nez, donc qui auraient pu bénéficier d'un accompagnement et qui n'ont pas parce que lui-même ne se déclare pas et les autres autour aussi. Donc ne veulent pas faire de la délation, comme on dit, et après ça aussi, parfois ça n'augure pas pour l'atteindre de bonnes choses pour atteindre les résultats. Peut-être c'est la complexité du problème. Si on peut l'appeler faiblesse, c'est la complexité du problème. Le fait que c'est une question qui a été pendant longtemps tabou. Le fait que c'est une question qui touche à une sensibilité religieuse, parfois ou culturelle. Donc tout ça, ça constitue une limite un peu au résultat qu'il fallait y avoir. Le fait que l'on doit être très prudent dans ce que nous faisons, le fait qu'on évite certaines approches qu'on aurait pu utiliser ailleurs. Tout ça, donc c'est de la stratégie, mais c'est en somme aussi des limites et ça peut retarder l'atteinte des résultats parce que justement c'est une dimension complexe mais qui n'est pas tout le temps liée au projet mais qui est liée plutôt à l'environnement et au contexte. Vraiment la bonne pratique intéressante qu'on a vue, et je le disais, et c'est toujours la même chose, c'est vraiment l'utilisation de la communauté pour adresser les problèmes complexes. C'est-à-dire vraiment s'appuyer sur les ressources locales. Ne pas venir en donneur de leçons ni en porteur de solutions, mais de s'appuyer sur vraiment les stratégies locales, les compétences locales, les ressources locales, les capacités et leur permettre de pouvoir porter la problématique pour des transformations durables. Ça quand même c'est vraiment une bonne pratique. Je vais peut-être me répéter. Mais l'alphabétisation fonctionnelle. L'alphabétisation fonctionnelle, dans la mesure où c'est quelque chose qui marche, mais c'est quelque chose qui répond à un besoin. Parce que les zones où les violences basées sur le genre sont les plus fréquentes, c'est les zones où le taux d'analphabétisme est le plus élevé. Utiliser l'alphabétisation dans le cadre de ce programme-là, c'est-à-dire cette capacitation-là des femmes, le fait qu'elles soient formées, sensibilisées, qu'elles soient dotées d'outils de communication et de sensibilisation, qu'elles-mêmes sont porteurs d'initiatives dans leur communauté, ça aussi c'est quand même une bonne leçon à... À Matam, le taux de personnes qui est alphabétisées est assez faible. Donc pour remédier à ça, de donner aux femmes la possibilité de faire de l'alphabétisation pour savoir lire, écrire, calculer, la possibilité de se former sur ces thématiques, c'est bien pour moi. Elles ne se limitent pas juste à se former, mais elles vont sensibiliser les autres, elles vont organiser des théâtres forums, des mobilisations sociales, elles vont faire des sketchs, elles vont faire des communications vis-à-vis de leur père. Et c'est quelque chose qui va rester même au-delà du projet. D'autant plus que les activités génératrices de revenus vont contribuer à maintenir ensemble ces femmes. Même si le projet s'arrête, la classe d'alphabétisation elle continue. Elle continue parce qu'il y a l'activité génératrice de revenus qui les regroupe et que chacun y trouve son compte, chacun a son activité à dérouler ou il y a chaque groupe qui a une activité à dérouler. Et c'est quelque chose qui doit être même valorisé par rapport à ce projet-là. Ça a permis d'avoir 400 relais au niveau de la communauté. 400 jeunes femmes aujourd'hui sont formées, sont sensibles, sont sensibilisées et organisent des initiatives et des actions au niveau de leur communauté ou au niveau de leur famille. Donc ça élargit le champ d'action du projet et ça élargit un peu les foyers où on parle de la question de la lutte contre les VBG et les mutilations précisément. L'autre bonne pratique, c'est la conception des modules. Au-delà des supports de communication qui sont utilisés dans les activités de masse comme les prospectus, les flyers, les boîtes à images, les cartes conseils, il y a les modules qui sont élaborés avec les acteurs de l'éducation et qui sont déroulés dans les classes. L'éducation s'est engagée à faciliter la mise en œuvre
de ces modules dans les classes. Et c'est une bonne chose dans la mesure où ce sont des jeunes qui sont dans les lycées, dans les CM, dans les centres de formation et qui sont issus des communautés, des localités. Donc les renforcer en capacité sur ces questions-là, et notamment sur le leadership aussi et sur la citoyenneté, permet à ce qu'ils puissent développer de l'autoprotection, à ce qu'ils puissent s'auto-prémunir, en même temps également qu'ils puissent sensibiliser leurs pairs. De les sensibiliser, ça permet également à ce que quand elles vont être mères de famille, qu'elles ne vont pas pratiquer l'excision par exemple. D'avoir ces modules permet de systématiser donc l'information qu'on donne et de systématiser également le temps d'apprentissage, le temps de la méthodologie, etc. Les points à surveiller, c'est ça, c'est la bonne distance qu'il faudra prendre pour ne pas susciter des soulèvements sociaux. Donc je pense que ça, il faut surveiller ça. Il y a un risque social qui est là. L'approche va être quelque chose de déterminant. Donc, comment on va communiquer sur le projet et sur ce que le projet fait dans le cadre juridique. Et qu'est-ce que le projet va faire sur l'aspect juridique. C'est quelque chose à clairement identifier et une approche à clairement définir pour ne pas courir certains risques. L'autre aspect peut-être à surveiller, c'est qu'on a une association d'ex-exciseuses. Donc voilà, c'est de veiller à ce que ceux-là qui se sont déclarés à avoir abandonné restent dans la touche par rapport à l'excision. Si la personne abandonne la pratique de l'excision, elle abandonne sa source de revenus. Donc pour ne pas qu'elle sente le besoin de retourner à cette pratique, il faudrait lui donner une autre source de revenus. Donc, et c'est dans ce sens-là qu'elles ont été formées et développent des activités génératrices de revenus. Il faut un suivi plus rapproché sur ça parce qu'on ne peut jamais avoir la certitude que la femme qui déclare avoir abandonné l'excision, effectivement elle a abandonné l'excision. À ce niveau, il y a un suivi qui doit être fait de façon plus rapprochée. La relation avec les écoles, parce que déjà dans la mise en œuvre, on a d'abord fait de la sensibilisation à un niveau communautaire avant d'engager le terrain scolaire. Ça aurait été bien de commencer par le niveau scolaire ou de le faire simultanément, parce que dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de jeunes filles qui abandonnent l'école parce que soit elles ont été données en mariage assez tôt, soit parce que leurs parents refusent qu'elles aillent à l'école, soit parce qu'elles ont subi une autre forme de violence ou qu'elles ont été violées ou traumatisées, etc. D'accompagner ces jeunes filles dans l'école à travers un dispositif dès le démarrage du projet. Et parce que c'est ça qui permet de mesurer le progrès qu'on a atteint avec cette cible-là. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait dès le démarrage du projet. L'autre chose, c'est le travail avec l'association des anciennes exciseuses. Parce que là également, c'est en cours de projet qu'on a engagé ce terrain. Elles ont la connaissance et puis elles ont l'expérience d'avoir pratiqué et d'avoir vécu des mésaventures qui ont fait qu'elles ont abandonné la pratique. Pour certaines, par exemple, elles ont décidé d'abandonner le jour où, suite à des complications au moment de l'accouchement, elles ont perdu une nièce ou une fille ou une tante, etc. Cette expérience est assez importante quand on communique avec les exciseuses qui sont toujours en activité. C'est pourquoi travailler avec l'association des anciennes exciseuses dès le démarrage est assez utile. Il y a également les témoignages, parce que dans le cadre du projet, les victimes ont témoigné sous format d'anonymat, parfois des bénéficiaires du projet. Donc là, les témoignages sont disponibles, c'est vrai, mais la diffusion de ces témoignages peut être faite à plus grande échelle. Ne pas se limiter aux réseaux sociaux, ne pas se limiter à Facebook ou à YouTube, mais le faire dans les émissions radio à grande échelle et utiliser aussi la télévision. Même si c'est en anonymat, mais les gens regardent plus la télévision qu'ils n'écoutent la radio. Donc, ce genre de reportage, etc., ça gagnerait à être davantage médiatisé. Un plus large public puisse accéder à ces témoignages-là. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux communautés. Aujourd'hui, il y a toutes les associations qui ont été formées, qui sont au niveau communautaire et qui s'activent. Il y a les Badjonugor qui ont été capacités et formés et qui s'activent sur la question. Il y a les femmes qui ont été formées sur les violences, donc qui sont dans les cadres d'habitation et qui sont toujours dans la communauté et qui vont porter
cette action-là, au-delà de nous, ce que nous sommes en train de faire, et même après nous, les gens où les acquisitions sont déjà faites, ils sont déjà convaincus, ils vont porter l'action. Les chefs de quartier, les comités de veille, même si le projet arrive à terme, ils sont toujours là, ils sont toujours dans les communautés et armés pour jouer un rôle de veille, d'alerte, de protection. C'est des aspects qui peuvent garantir la durabilité du projet. Un des aspects qui garantit la durabilité du projet, c'est les conventions qui sont établies. Par exemple, avec l'inspection d'académie, la convention de partenariat fait en sorte que les activités du projet puissent être démultipliées, puissent être dupliquées. Ce qui fait que, à travers les plans d'action des clubs d'élèves, des gouvernements scolaires, il y a beaucoup d'activités axées sur les violences basées sur le genre qui sont développées, qui sont déroulées. Même si le projet arrive à terme, cette thématique-là est déjà ancrée dans leur plan d'action. C'est des choses qui vont être répétées. De la même façon que l'installation des clubs EVF dans les écoles où il n'y en a pas, parce que ce n'est pas toutes les écoles qui avaient des clubs EVF. D'installer des clubs EVF, des clubs où on parle de genre, où on parle de violence basée sur le genre, où on parle de protection, d'autoprotection, même si le projet arrive à terme, ces clubs vont continuer à exister. Le fait d'avoir eu des modules conçus pour l'école, avec l'école, et qui va être distillé dans les salles de classe aussi, c'est un élément de pérennité aujourd'hui. Ça ne s'est pas encore fait dans les sphères éducatives de travailler sur ces questions-là. Donc, des modules avec les ONG, c'est une bonne initiative qui va perdurer donc, avec l'inspection d'académie et avec les lycées et collèges. Donc ça, je pense que aussi c'est quelque chose donc, en termes de durabilité qui est important. C'est une question aussi qui est portée au niveau des cadres, au niveau local et communal et régional. Donc tout ce qui est CDPE, tout ce qui est cadre de concertation. Donc c'est des thématiques qui sont abordées, qui sont développées aujourd'hui. Autre chose, c'est l'alphabétisation. Donc c'est les AGR qui regroupent les femmes par groupe et par centre d'intérêt. Donc même si le projet arrive à terme, elles se sont déjà constituées en groupement. Elles sont déjà reconnues comme un groupement de promotion féminine. Donc et voilà, ce n'est plus le tabou d'avant. Donc maintenant, c'est des questions qu'on adresse frontalement. Avant de travailler sur ce projet, j'avais une conception assez abstraite de l'excision, des mariages d'enfants, parce que c'est des choses dont on entend parler, mais qu'on ne voit pas, ou on ne rencontre pas quelqu'un qui l'a vécu et qui communique sur ces aspects-là. Donc c'est dans le cadre de ce projet-là que j'ai rencontré des femmes qui ont subi un certain nombre de violences basées sur le genre. Et c'est là où on se rend compte que c'est des choses qui existent, même si on n'en parle pas. On se rend compte qu'à travers ce projet, que le dispositif de prise en charge des victimes, etc., peut être amélioré et doit être amélioré. Ça, pour moi, c'est une leçon que j'ai apprise de ce projet-là. C'est des problèmes quand on les aborde, ça éveille toujours des choses parce que justement on travaille sur beaucoup de types de problématiques avec les enfants, que ce soit l'exploitation sexuelle, que ce soit les talibés, que ce soit les enfants handicapés, que ce soit ça. Mais les enfants mutilés génitalement, c'est une autre chose, c'est une autre problématique dans un autre environnement, donc qui montre l'étendue du besoin en termes de protection des enfants. Ça nous rend plus sensibles au fait que justement il y a beaucoup à faire pour la protection des enfants, parce que toutes ces questions-là que nous évoquons dans nos différents projets dans les sites des différentes régions du Sénégal ont des problématiques différentes en termes pour les enfants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a lieu de s'attaquer un peu plus à la question et il y a lieu de mieux protéger les enfants et de mieux appliquer la stratégie nationale de protection des enfants. Donc ça nous rend plus sensibles sur la question. L'autre chose, c'est de se dire que même si on dit généralement que Matam c'est une zone de résistance, c'est assez compliqué, c'est un terrain hostile, etc. Dans la pratique, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. On se rend compte que parfois c'est nous qui avons des préjugés sur est-ce que les gens vont être réceptifs, etc. Mais que sur le terrain, il y a des gens, il y a des femmes, il y a qui sont engagés et déterminés à lutter contre l'excision, à lutter contre les mariages d'enfants, etc. Et qui portent ce combat, qui portent ce plaidoyer-là. Donc c'est des gens dont on a une certaine estime et qui nous montrent que c'est possible. Que c'est possible de contribuer à réduire ces phénomènes-là.
Ça nous conforte dans nos convictions profondes que justement au Sénégal aujourd'hui, les enfants ont besoin d'être accompagnés encore plus parce que justement c'est des problématiques qui demeurent et qui persistent et que l'État devrait encore plus faire appliquer ces politiques qu'il a déjà prises, qu'il faut appliquer, mettre en œuvre et être assez dur sur ces questions-là pour pouvoir mieux protéger les enfants. En tout cas, ça nous donne plus d'engagement sur la question, en tant qu'organisation et en tant que personne. Parce que justement, nous savons que l'action est utile et le besoin que nous essayons d'adresser, c'est un besoin qui est là et qui est profond et qu'il nous faut perdurer et aller de l'avant avec. PADEM, programme d'aide et de développement destiné aux enfants du monde, a pour vocation d'apporter son aide aux enfants les plus vulnérables dans le monde. La question de la lutte contre les mutilations génitales des petites filles est extrêmement spécifique, car elle touche violemment et définitivement de très jeunes enfants de façon presque systématique dans certaines régions. Les raisons de cette pratique sont obscures, entre tradition et religion, et de fait, cette pratique est tellement ancrée qu'elle est devenue légitime dans certaines communautés, au mépris des lois. Avoir un réel impact sur les populations cibles dans un tel projet est un réel challenge. Il est toujours plus facile de hurler au loup que de trouver la distance nécessaire pour concrètement poser des actions sans heurter, sans brusquer, sans forcer. Mais convaincre, donner des explications, des raisons médicales, scientifiques, ancrer un changement à venir durable dans les communautés, au niveau de l'école, en misant sur les générations futures, c'est faire montre d'une véritable intelligence et d'une salutaire clairvoyance. Ce projet n'aurait jamais été possible sans l'immense professionnalisme, la sensibilité, le savoir-faire et la compréhension du terrain de notre partenaire Jeunesse et Développement. Un tel projet ne peut induire un changement durable que s'il est poursuivi sur une longue période. Il se doit d'être également élargi pour convaincre, prouver que le changement est possible à une plus grande échelle. C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre ce partenariat pour au moins 4 années supplémentaires, pour toutes les petites filles de la Terre, futures porteuses de vie.